Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Devinez quoi, on poursuit toujours la lecture du livre Le Château de Franz Kafka pour raconter justement le récit plus ou moins épique de K qui cherche à tout prix à s'introduire dans le château. Alors, au passage, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais il y a plusieurs interprétations à pénétrer le château. Certains disent qu'il s'agit de la bureaucratie qui reste complètement infranchissable, qu'il y a une barrière justement entre elle et le reste du peuple. Et d'autres voient aussi une interprétation beaucoup plus, beaucoup plus métaphysique, comme quoi le château représenterait représenterait le paradis et qu'actuellement K se trouverait dans une sorte de purgatoire. Donc voilà, je laisse libre cours à votre grille de lecture concernant ce texte. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous faire la lecture, de partager ces moments littéraires en votre compagnie. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite, allez, qu'est-ce que vous attendez, à vous installer confortablement dans votre canapé ou dans votre lit. Et puis, voilà, à passer un agréable moment tout simplement avec moi. Voilà, je ne sais pas si je me suis répétée, mais en tout cas, voilà, je crois que vous l'avez compris. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir. Allez, trêve de sentiments, là, c'en est trop d'un coup. Je continue la lecture. Les mains dans les poches, regardant prudemment autour de lui, Cal longea deux côtés de la cour en rasant les murs jusqu'au traîneau. Le cocher, un des paysans était au bar l'autre soir, l'avait regardé approcher avec indifférence, blotti dans sa fourrure, un peu comme on suit des yeux un chat qui se promène. Et même lorsqu'une fois près de lui, K le salua et que les chevaux s'agitèrent un peu à la vue de cet homme surgi de l'obscurité, il resta impassible. K s'en félicita. S'appuyant au mur, il déballa ses provisions, remercia en pensée Frieda de l'avoir si bien ravitaillé et épia en même temps l'intérieur de la maison. Un escalier à angle droit donnait au rez-de-chaussée sur un couloir peu élevé mais apparemment très long. Tout était propre, blanchi et nettement délimité. L'attente dura plus longtemps qu'il ne l'avait pensé. K avait depuis longtemps fini de manger. Le froid était vif, le crépuscule s'était transformé en ténèbres et Clam ne venait toujours pas. Cela peut durer encore très longtemps, fit soudain une voix râpeuse, si près de K qu'il sursauta. C'était le cocher qui s'étirait en bâillant bruyamment comme s'il venait de s'éveiller. « Qu'est-ce qui peut durer aussi longtemps » demanda K. Plutôt content d'être dérangé, car ce silence et cette tension continuelle commençaient à lui peser. Avant le départ, fit le cocher, K ne comprenait pas. Mais il ne posa pas d'autres questions. Cela lui semblait le meilleur moyen de faire parler cet orgueilleux. Ne pas répondre, ici dans les ténèbres, c'était presque une provocation. Et de fait, après quelques instants, le cocher lui demanda « Voulez-vous du cognac ?» « Oui, fit K sans réfléchir, fort séduit par cette offre, car il frissonnait. « Eh bien, ouvrez le traîneau, dit le cocher. Il y a quelques bouteilles dans la poche intérieure de la portière. Prenez-en une, buvez, puis passez-la moi. Oh, j'ai trop de mal à descendre avec ma fourrure. » K était contrarié d'avoir à faire tous ces gestes, mais maintenant qu'il avait engagé la conversation avec le cocher, il obéit, au risque d'être surpris par Clam à côté du traîneau. Il ouvrit la grande portière et aurait pu aussitôt sortir la bouteille de la poche intérieure, mais une fois la portière ouverte, il ne put résister à la tentation de s'asseoir dans le traîneau, ne fût-ce qu'un instant. Il se glissa à l'intérieur. Il y faisait une chaleur extraordinaire malgré la portière grande ouverte de K, malgré la grande portière ouverte que K n'osait pas fermer. On ne savait plus si on était assis sur une banquette, tant on était plongé dans les couvertures, des coussins et des fourrures. On pouvait se retourner et s'étirer dans tous les sens. On s'enfonçait toujours dans le doux et le chaud. Les bras écartés, la tête appuyée sur les coussins, toujours prêts à l'accueillir, K considéra depuis le traîneau la maison obscure. Pourquoi Clam tardait-il tant à descendre ? Comme étourdi par cette chaleur après être resté si longtemps debout dans la neige, K souhaitait que Clam arrive enfin.
L'idée qu'il valait mieux ne pas être vu par Clam dans cette situation l'effleura juste comme une légère contrariété. Il était conforté dans cette insouciance par l'attitude du cocher, qui devait bien savoir qu'il était dans le traîneau et le laissait là, sans même lui réclamer le cognac. C'était fort aimable, mais K voulait malgré tout se rendre utile. Sans changer de position, il tendit paresseusement la main vers la poche intérieure, pas celle de la portière ouverte qui était trop loin, mais vers celle de la portière derrière lui qui était fermée. Cela ne changeait rien du reste, car là aussi il y avait des bouteilles. Il en sortit une, dévissa le bouchon et la huma. Il sourit malgré lui, tant l'arôme était doux et caressant, comme lorsqu'on s'entend complimenter et dire des gentillesses par une personne très chère, sans trop savoir de quoi il s'agit ni tenir à le savoir, heureux à la seule idée que c'est elle qui s'exprime ainsi. « C'est vraiment du cognac ?» se demanda K, dubitatif, et il goûta par curiosité. Eh oui, bizarrement, c'était du cognac, qu'il brûlait et le réchauffait. Mais comme il se transformait quand on le buvait, d'abord, uniquement porteur d'un doux parfum, il devenait une boisson de cocher. « Est-ce possible ?» se demanda K, comme s'il faisait à lui-même des reproches, et il reprit une gorgée. D'un seul coup, K était au milieu d'une longue rasade. Tout s'éclaira. L'électricité s'alluma dans l'escalier à l'intérieur, dans le corridor et dans l'entrée, et dehors au-dessus de l'entrée. On entendit des pas qui descendaient l'escalier. La bouteille glissa entre la main de K. Le cognac se répandit sur une fourrure et K bondit hors du traîneau. À peine avait-il eu le temps de claquer la portière, ce qui fait un bruit sourd, qu'un monsieur sortit lentement de la maison. Seule consolation, ce n'était apparemment pas Clam, ou bien fallait-il justement le regretter ? C'était le monsieur que K avait déjà vu à la fenêtre du premier étage. Jeune, fort, bien dans sa personne, rose et blanc, mais très sérieux. K lui renvoya un regard sombre, mais c'était sur lui-même qu'il portait ce regard. Il aurait vraiment mieux fait d'envoyer ses assistants pour se conduire comme il l'avait fait. Il se serait très bien débrouillé. Devant lui, le monsieur se taisait encore, comme si son immense poitrine ne contenait pas assez d'air pour ce qu'il avait à dire. « Mais c'est épouvantable !» dit-il enfin en relevant un peu son chapeau sur son front. « Quoi ?» Ce monsieur ne devait pourtant pas savoir que K avait séjourné dans le traîneau, et déjà il trouvait quelque chose épouvantable. Le fait que K ait pénétré jusque dans la cour, peut-être. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» lui demanda le monsieur, lui demanda un peu plus doucement, en reprenant son souffle, résigné à l'inévitable. Quelle question! Quelle réponse! K devait-il avouer à ce monsieur que l'expédition qu'il avait commencée avec tant d'espoir avait échoué? Au lieu de répondre, K se tourna vers le traîneau, l'ouvrit et récupéra sa casquette qu'il avait oubliée à l'intérieur. Oh, excusez-moi. Fort gêné, tout comme moi, il remarqua le cognac qui dégoulinait sur le marchepied. Puis il se retourna vers le monsieur. Il ne se faisait plus aucun scrupule de lui montrer qu'il avait été dans le traîneau. Ce n'était pas ce qu'il y avait de plus grave. Si on l'interrogeait, mais alors seulement il ne cacherait pas que le cocher lui-même l'avait au moins incité à ouvrir le traîneau. Ce qui était vraiment grave, c'était que le monsieur les surprit. Que K n'ait pas eu le temps de se cacher pour pouvoir ensuite tranquillement attendre Clam. Ou qu'il n'ait pas eu la présence d'esprit de rester dans le traîneau, de fermer la portière et d'attendre Clam allongé sur les fourrures, ou au moins de rester là tant que ce monsieur serait dans les parages. Certes, il ne pouvait pas savoir si ce n'était pas Clam ou en personne qui arrivait. Auquel cas, bien sûr, il valait mieux l'accueillir à l'extérieur du traîneau. Oui, il y avait eu bien des choses à peser, mais plus maintenant, car tout était fini. « Venez avec moi, fit le monsieur, sans que ce soit vraiment un ordre explicite, car l'ordre n'était pas dans ses paroles, mais dans le rapide geste de la main, volontairement indifférent qui les accompagnait. « J'attends quelqu'un ici, dit K, pour le principe et sans espérer le moindre succès.
Venez, répéta le monsieur imperturbable, comme pour montrer qu'il n'avait jamais douté que K attendît quelqu'un. Mais je vais rater la personne que j'attends, dit K, parcouru d'un grand frisson. Malgré tout ce qui s'était passé, il avait le sentiment que ce qu'il avait accompli jusque-là était une sorte de bien dont il ne devait pas se défaire sur l'ordre du premier venu, même s'il ne le conservait plus qu'en apparence. Que vous attendiez ou que vous partiez, vous la raterez de toute façon, dit le monsieur avec brusquerie, mais en essayant visiblement d'épouser la perspective de K. Alors je préfère la rater en l'attendant, fit K, sur le ton du défi. Il en faudrait plus que de simples paroles de ce jeune monsieur pour le chasser. À ces mots, le monsieur releva la tête d'un air supérieur et ferma les yeux un instant, comme pour oublier la stupidité de K et retrouver sa raison. La bouche légèrement entr'ouverte, il s'humecta les lèvres du bout de la langue et dit au cocher « Dételez les chevaux ». Obéissant au monsieur, mais en lançant sur K un regard courroucé, le cocher fut obligé de descendre du traîneau malgré sa fourrure et avec beaucoup d'hésitation, comme s'il attendait un revirement de K plutôt qu'un contre-ordre du monsieur. Ah, décidément. Ah, bâillement quand tu nous tiens, on s'en sort plus. Donc, comme s'il attendait un revirement de K plutôt qu'un contre-ordre du monsieur, il commença à faire reculer les chevaux avec le traîneau vers l'aile du bâtiment, où sans doute se trouveraient l'écurie et la remise derrière un grand portail. K allait rester seul en arrière. D'un côté, le traîneau s'éloignait. De l'autre, c'était le jeune monsieur, par le chemin de K, avait pris en venant les deux cependant très lentement, comme pour montrer à K qu'il était encore en son pouvoir de les rappeler. Peut-être avait-il ce pouvoir, mais cela ne lui aurait servi à rien s'il rappelait le traîneau. Il se chassait lui-même. Il resta donc sans rien dire, seul maître du champ de bataille, mais c'était une victoire sans joie. Il suivit des yeux le monsieur et le cocher tour à tour. Le monsieur avait déjà atteint la porte par où K était rentré dans la cour. Il regarda encore une fois en arrière. K crut le voir secouer la tête devant tant d'obstination, puis il se retournera d'un mouvement bref, décidé et sans appel, et pénétra dans l'entrée où il disparut aussitôt. Le cocher resta plus longtemps dans la cour. Il avait beaucoup de travail avec le traîneau. Il dut ouvrir la lourde porte de l'écurie, garer le traîneau en marche arrière, dételer les chevaux et les conduire à la mangeoire. Il fit tout cela avec sérieux avec sérieux et concentration. Ayant cessé d'espérer partir bientôt, tous ces gestes accomplis en silence, sans le moindre regard en direction de K, lui semblèrent beaucoup plus lourds de reproches que l'attitude du monsieur. Et lorsqu'une fois terminé son travail dans l'écurie, le cocher traversa la cour de sa démarche lente et chaloupée, ferma le grand portail, puis, avec la même lenteur et sans cesser littéralement de contempler sa propre trace dans la neige, retourna s'enfermer dans l'écurie en éteignant aussi l'électricité, pour qu'il l'eût laissé allumer, de toute façon. Et que seul brilla encore là-haut, dans la galerie en bois, la fente sur laquelle le regard vagabond s'arrêtait un instant, K eut l'impression qu'on lui avait rompu toutes les attaches avec lui. Certes, il était plus libre que jamais et pouvait attendre aussi longtemps qu'il voudrait dans cet endroit qui lui était d'ordinaire interdit. Et il avait conquis cette liberté de haute lutte et personne ne pouvait le toucher, le chasser, ni même lui adresser la parole, même en même temps. Et cette conviction était au moins aussi forte. Rien ne lui semblait plus dépourvu de sens. Plus dépourvu de sens et plus désespéré que cette liberté, cette attente, cette invulnérabilité. Chapitre 9. Lutte contre l'interrogatoire. Et il s'arracha de ces lieux et rentra dans le bâtiment. Cette fois, sans longer le mur, mais par le milieu, à travers la neige, dans l'entrée. Il rencontra l'aubergiste qui le salua sans un mot et lui indiqua la porte de la salle. Il suivit cette indication, car il était transi et souhaitait voir des visages humains. Mais grande fut sa déception lorsqu'il vit assis à une petite table, sans doute dressée pour l'occasion, car d'habitude on se contentait de tonneaux, le jeune monsieur et, spectacle angoissant pour K, la patronne de l'auberge du pont debout devant lui.
Pépi, fière, la tête haute, un éternel sourire aux lèvres, consciente de son irrécusable dignité, agitant sa natte à chaque mouvement, allait et venait en toute hâte, apportant de la bière, puis de l'encre et des plumes. Oh mon Dieu! Ah, de l'encre et des plumes. Car après avoir déplié devant lui des documents, le monsieur comparait des dates qu'il trouvait sur un premier document, puis sur un deuxième à l'autre bout de la table, et se disposait à écrire. De sa haute stature, les lèvres légèrement retroussées, l'air détendu, la patronne regardait en silence le monsieur et les documents, comme si elle avait dit tout ce qui s'imposait et que ses paroles avaient reçu bon accueil. Voilà enfin monsieur l'arpenteur, dit le monsieur à l'entrée de K, en levant rapidement les yeux avant de se replonger dans ses papiers. La patronne, elle aussi, se contenta d'effleurer K, d'un regard indifférent et sans surprise. Quant à Pépi, elle ne parut le remarquer que lorsqu'il s'approcha du comptoir et commanda un cognac. Appuyé sur le comptoir, K pressa sa main sur ses yeux pour s'occuper de rien. Puis, il but une petite gorgée de cognac et repoussa le verre en le déclarant imbuvable. Tous les messieurs en boivent, fit Pépi sèchement, et elle jeta le reste, lava le petit verre et le rangea sur l'étagère. Les messieurs en ont aussi de meilleurs, fit K. Peut-être, dit Pépi, pas Prépi. Donc peut-être, dit Pépi, mais pas moi. Et après s'être ainsi débarrassée de K, elle se remit à la disposition du monsieur, mais celui-ci n'ayant besoin de rien, elle se contenta d'aller et venir en demi-cercle derrière lui, essayant de jeter respectueusement un coup d'œil sur les documents par-dessus son épaule. Mais c'était par pure curiosité et pour se donner des grands airs, ce que la patronne condamnait elle aussi en fronçant les sourcils. Soudain, la patronne tendit l'oreille et resta les yeux dans le vide en écoutant attentivement. K se retourna, il n'entendait rien de particulier. Les autres non plus ne semblaient rien entendre, mais la patronne courut à grandes enjambées sur la pointe des pieds vers la porte du fond qui donnait sur la cour. Elle regarda par le trou de la serrure, puis, les yeux écarquillés, le visage en feu, elle se tourna vers les autres, du doigt pour leur fit signe de s'approcher, et ils se mirent à regarder tour à tour. Bien sûr, la patronne était aux premières loges, mais Pépi n'était pas en reste. Le monsieur était relativement le plus indifférent des trois. Pépi et lui ne tardèrent d'ailleurs pas à revenir, et la patronne continua seulement à regarder auprès de 1000 efforts, pliés en deux, presque à genoux. On eût presque dit qu'elle implorait la serrure de la laisser passer à travers, car il n'y avait sans doute rien à avoir depuis longtemps. Enfin, elle se releva, passa ses deux mains sur son visage, se recoiffa, respira profondément et sembla devoir à contre-cœur réaccoutumer ses yeux à la salle et à ses occupants. Alors, K demanda, non pour s'entendre confirmer ce qu'il savait déjà, mais pour prévenir une attaque qu'il redoutait presque, tant il était maintenant vulnérable. « Clam vient donc de partir ?» La patronne passa devant lui sans mot dire, mais de sa petite table, le monsieur lui dit « Oui, bien sûr. » Comme vous aviez arrêté de monter la garde, Clam pouvait partir. C'est étonnant comme il est sensible. Vous avez remarqué, madame la patronne, avec quelle inquiétude Clam regardait autour de lui? La patronne ne semblait pas l'avoir remarqué, mais le monsieur continua. Bon, heureusement, on ne voyait plus rien. Le cocher avait même balayé les traces de pas dans la neige. Madame la patronne n'a rien remarqué, dit K, sans le moindre espoir, simplement irrité par l'affirmation du monsieur, qui se voulait si péremptoire sans appel. Peut-être que je ne regardais pas par la serrure à ce moment précis, fit d'abord la patronne pour protéger pour protéger le monsieur. Puis, voulant aussi rendre justice à Clam, elle ajouta « En tout cas, je ne crois pas que Clam soit si sensible que ça. C'est nous, sans doute, qui tremblons pour lui et cherchons à le protéger en supposant qu'il est extrêmement sensible. Tant mieux, c'est sûrement la volonté de Clam, mais ce qu'il en est réellement, nous l'ignorons. Clam ne parlera certainement jamais à quelqu'un s'il ne veut pas lui parler. Quels que soient les efforts de ces individus, et même s'il insiste au-delà des limites supportables, mais le fait que Clam ne lui parlera jamais, ne lui laissera jamais apparaître devant lui, ce fait à lui seul suffit. Pourquoi ne pourrait-il pas supporter la vue de quelqu'un? En tout cas, c'est indémontrable, car jamais
ce cas de figure ne se présentera. Voilà. Voilà pour cette suivante lecture donc, de Le Château de Frank Kafka. Donc, pour découvrir la suite des péripéties de K, eh bien, c'est tout simplement sur C8 dans un instant dans Voyage au bout de la nuit. Je vous dis à tout de suite.